Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience opposant bonjour. C'est avec un énorme honneur et fierté que je me tiens encore une fois devant vous. Mais cette fois, c'est pour débattre d'un sujet qui depuis des années a été controversé. Mais à cause du manque de compréhension de certains, il demande une explication supplémentaire. Dans un pays qui prône les valeurs des droits de l'homme, la peine de mort n'a pas lieu d'être. Prôner les valeurs des droits de l'homme, c'est recommander l'idéologie et le concept de ces dernières, et non les appliquer à la loi. La peine de mort est le juste rétablissement de la loi pour ceux qui commettent des crimes et des viols monstrueux. Car les personnes qui commettent des crimes graves ne méritent pas de vivre. Il est logique de condamner quelqu'un qui a supprimé la vie d'un autre puisqu'il ne l'a pas respectée. La peine de mort affiche clairement la sévérité de la population à l'encontre des crimes particulièrement graves. Donc le criminel se posera mille et une questions avant de commettre son acte. Vous allez me dire que les hommes naissent libres et égaux droit, mais je serai navrée de vous faire ressortir de votre petit nuage d'innocence et de naïveté, ou peut-être de narque, pour vous annoncer qu'une fois que vous arrachez le droit d'une personne, le vôtre est directement arraché. Votre vie contre la vie des autres, c'est cela, la vie. Lorsqu'on te sous-estime, t'opprime, lorsqu'on ne te donne pas tes droits, alors que tu es victime, une victime d'un monstre qui n'a pas pu se posséder. Lorsque tu ne trouves pas de loi qui puisse te défendre, une loi qui puisse te donner de l'espoir. Tu te sens seul devant un monde qui n'a pas pu réclamer tes droits. Tu te sens délaissé, abandonné. Mais tout cela n'arrivera pas grâce à la peine de mort qui saura atténuer ta souffrance en te montrant que la loi t'accorde et respecte tous tes droits arrachés par ce criminel. Merci. Quel plaisir de me retrouver devant vous ce matin. Je me sens déjà nostalgique, rien que de penser qu'il ne me reste plus qu'une seule année à passer sur ce pupitre. Monsieur le directeur, messieurs, dames les jurés, opposants et témoins, bonjour. Un matin est quelque chose d'exceptionnel. Qu'il soit ensoleillé ou nuageux, il est synonyme d'espoir et nous donne un nouveau départ. Bonne journée à vous tous, messieurs, dames. Commençons par le commencement. Notre sujet du jour est aussi important que vital. Dans un pays qui prône la valeur des droits de l'homme, la peine de mort n'a pas lieu d'être. Et si vous avez bien lu le sujet, cher auditoire, ça va tout de suite vous sauter à l'œil que cette phrase-là est une antithèse. Il est clair, net et précis que mettre les droits de l'homme et la peine de mort en une seule phrase est une aberration. Il faut savoir que déjà, le premier droit dont doit jouir un être humain, c'est le droit à la vie. Permettez-moi de vous mettre dans le vif du sujet. Les droits de l'homme sont un concept à la fois philosophique, juridique et politique, selon lequel tout être humain possède des droits universels inaliénables. Et de l'autre côté du sujet, nous avons peine de mort, ou peine capitale, qui signifie tuer quelqu'un. Oui, messieurs, dames, tuer quelqu'un. Vous nous avez déjà dit, la peine de mort soulage beaucoup de victimes et de proches. La peine de mort affiche clairement la sévérité de la société envers les personnes qui commettent des crimes. Les personnes qui méritent des crimes ne méritent pas de vivre. Mais sérieusement, cher auditoire, nous sommes quand même en train de parler de personnes qui meurent, des individus qui, pour une raison ou une autre, ont commis un crime. Et quelle que soit la faute, personne, je dis bien personne, ne mérite ce châtiment inhumain. Opposants, pensez-vous réellement que demain, en exécutant un criminel, cela soulagera les proches? Pensez-vous réellement que demain, en exécutant un criminel, il n'y aura plus de crime? Pensez-vous réellement qu'en ôtant la vie à un pédophile, on supprimera la pédophilie? Pensez-vous réellement qu'en tuant un violeur, il n'y aura plus de vol? Ne pensez-vous pas que c'est une histoire d'éducation? Ne pensez-vous pas que la société doit être plus ouverte et capable de prendre en charge ses cas psychiques? Je vous laisse réfléchir. Quant à vous, chère et belle assemblée, la balle est dans votre camp. Êtes-vous de ceux qui sanctifient les valeurs humaines, les mettent sur un piédestal et en font une priorité? Ou de ceux qui vénèrent la souffrance, la torture et la mort? Avant de finir mon intervention, permettez-moi de cadrer ce débat.
N'oubliez pas, chers opposants, qu'on parle de pays prônant la valeur des droits de l'homme, c'est-à-dire les 193 pays signataires de la Convention internationale des droits de l'homme. Donc, s'il vous plaît, évitez d'étendre ce débat vers des nations qui n'ont de démocratique que leur réputation. Merci. Chers opposants, vous parlez des pays démocratiques. Alors sachez bien que dans ces pays qui forment une très petite exception, la peine de mort est venue comme une conséquence et non une raison. C'était suite à un épanouissement de tous les niveaux. On espère être des pays, comme par exemple les pays scandinaves qui n'appliquent pas la peine de mort, mais soyez sûrs qu'ils sont vraiment très exceptionnels et en plus, c'est une conséquence et non une raison. Donc, vous parlez aussi philosophie. Laissez-moi vous dire que, en fait, et je suis vraiment désolée si je vous le dis, mais vous risquez de vous faire avoir en philosophie cette année, car une notion qui passe pour le pilier de notre programme ou encore de tout le champ philosophique vous est échappée. Mais puisque je suis gentille quand même, je vais vous la rappeler. Il s'agit de la personne comme étant une valeur intrinsèque, notamment chez Kant, qui affirme que l'homme ne passe du niveau de l'être à la personne que quand il devient conscient de la haute propriété de sa formation morale et du fait qu'il a une nature bienveillante, porteuse d'esprit et de principes moraux. Et c'est ce qui lui attribue la dignité et le statut humain. C'est-à-dire que quand l'homme se délaisse dans ses actes de sa propriété caractéristique, quand il suit ses fantasmes les plus destructeurs et son instinct meurtrier, quand il viole des centaines de filles, torture des enfants jusqu'à la mort, bombarde tout un immeuble où des femmes et des hommes innocents menaient leur vie le plus tranquillement possible, alors là, il n'atteint guère le niveau d'un être humain, mais se confond avec les autres créatures. Alors si on raisonne suivant une implication en mathématiques, on trouvera en fait que cet être criminel dépourvu d'humanisme qui arrache les droits des autres personnes ne mérite certainement pas les droits de l'homme. Certes, nous nions pas, chers opposants, que l'homme possède des mauvaises pulsions naturelles dans sa biologie. Or, j'espère que vous n'avez pas oublié la fameuse structure psychologique de l'être humain établie par Freud, qui a bouleversé le domaine de la psychanalyse, portant sur le moi, le surmoi et le ça. Et qu'un homme normal est celui qui cherche et vit dans l'équilibre entre ces trois composants, conformant ses désirs aux idéaux moraux et aux normes de la société. Vous allez me dire là, comme toute autre personne qui n'a pas poussé un petit peu la réflexion, que l'homme peut être soumis à la fatalité d'une mauvaise éducation. Mais le mal est là et on n'y peut rien. Et puis, l'homme est libre et possède une certaine volonté. Comme Jean-Paul Sartre l'a si bien dit, nous sommes nos choix. Avec cette liberté, cette volonté, l'homme doit certainement vaincre le déterminisme. C'est pourquoi c'est un être humain. Pour un aujourd'hui mieux qu'hier et un demain mieux qu'aujourd'hui. Et si les valeurs des droits de l'homme allaient à l'encontre de la nature humaine, à quoi bon les prôner? À quoi bon prétendre être de aigles fiers de l'établissement El Araki si vous n'appliquez même pas sa philosophie? Merci. Chers camarades, si nous suivons votre logique, nous allons droit vers la dérive. Ne pensez-vous pas que la réelle faille est dans l'éducation et non pas dans l'application de la peine de mort? Ensuite, vous dites que la peine de mort est une conséquence. Mais alors, que faire pour soigner la société? Et vous êtes clairement en train de dire qu'il est préférable de soigner le mal par le mal que de chercher le pourquoi du comment il y a des crimes. Mesdames et messieurs, je vous l'accorde, notre sujet du jour est tout sauf joyeux. Pour ne pas dire carrément maussade, morose, acariâtre, tout ce que vous voulez. Mais, en découvrant le sujet, j'avais au fond de moi cette fougue, ce bouillonnement, cette montée d'adrénaline, rien qu'en sachant que j'allais défendre l'intérêt commun des gens, de mes confrères, de l'homme en général. Et ça n'a aucun prix.
devenir une révolutionnaire, consacrer ma vie à l'activisme, créer un monde et vivre dans un monde où chacun se sentira chez soi. Tel est le rêve qui m'a toujours poussé à me dépasser, à me surpasser, à sortir de ma zone de confort. Et si je vous disais Reykjavik, Wellington, Lisbonne, Vienne, Copenhague, mais qu'est-ce que toutes ces capitales ont en commun? Eh bien, la réponse est claire. Ce sont les capitales des 5 pays les plus sûrs du monde. Des pays où l'équité, la liberté, le sens de la camaraderie sont les piliers, où l'amour de la patrie et la citoyenneté sont des valeurs inscrites en lettres d'or dans leur subconscient. Des nations où les droits de l'homme sont sacrés et où la peine de mort est abolie. Mesdames et messieurs, les statistiques de Amnesty nous démontrent par A plus B que le taux de criminalité de ces pays est bas. Très bas, pour ne pas dire quasi inexistant. Autre petite information, au pays du sirop d'érable et de la poutine, le taux d'homicide n'a jamais dépassé son sommet de 3,03 sur 100 000 habitants. Sachant aussi que le Canada est inéluctablement l'un des pays les plus sécurisés du monde. Mais ça, mes chers opposants s'en contrefichent, parce que justement, mes chers opposants trouvent ça totalement normal de sacraliser la souffrance, la torture, le calvaire, le sang, la mort, dans un pays qui promet à ses habitants mondes et merveilles, un véritable Eldorado spirituel. Est-ce que vous la voyez, la contradiction ? Que voulez-vous au juste? Vous voulez nous ramener au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'époque de l'esclavage, de l'obscurantisme et de l'ignorance, l'époque où on a condamné à mort Socrate à cause de ses confessions religieuses, où on a brûlé Jeanne d'Arc car on pensait que c'était une sorcière, où on a assassiné Galilée car il a eu l'audace de clamer haut et fort que la terre était ronde. Mais laissez-nous tranquilles avec vos idées archaïques. Que voulez-vous d'autre? Vous voulez qu'on castre chimiquement les vandales, qu'on séquestre les dealers de drogue et qu'on électrocute les voleurs? Nous n'en voulons pas de vos idéaux sadomasochistes et nous ne voulons pas que notre monde devienne une boucherie. Chère audience, sérieusement, nous sommes bientôt en 2019 et mes chers opposants sont là à banaliser la peine de mort. Je pensais qu'on avait évolué. Visiblement, non. Merci. Chers opposants, alors tout d'abord, vous parlez de rééducation. Rééduquer, il ne s'agit pas d'un enfant auquel on doit refaire la leçon, mais un adulte majeur et bien vacciné. Deuxièmement, en ôtant la vie d'un pédophile, on n'élimine pas ces criminels tout entiers, c'est vrai, mais on dissuade potentiellement des milliers. Bref. Chers opposants, j'aimerais vous éclaircir la différence entre deux termes parce qu'apparemment vous faites preuve de confusion entre la peine de mort et l'exécution. L'exécution est l'acte de tuer, de causer la mort d'un individu sans que celui-ci puisse se défendre. Or, la peine de mort est certes la condamnation qui entraîne une exécution, mais qui a besoin d'un cadre juridique légal pour exister. Un cadre juridique légal. Revenons à l'époque babylonienne, 1750 avant Jésus-Christ. C'est au XXe siècle que fut la découverte du Code d'Hammurabi qui révèle pour la première fois l'existence de la peine de mort et qui était principalement dédié aux faux témoignages, mais aussi pour un architecte qui a mal construit une maison qui finit par s'effondrer sur ses habitants causant leur mort. Et c'est là que la loi de Talion fait son apparition, œil pour œil, dent pour dent. Alors pourquoi tuer un autre homme au lieu de chercher d'autres solutions ? Premièrement, la punition du criminel. Deuxièmement, la vengeance. Troisièmement, la protection de la société. Et quatrièmement, l'effet de dissuasion. Une étude faite à l'université de Jason Callison en Californie du Nord montre qu'une seule exécution permet d'éviter 18 meurtres. Tout dépend des circonstances d'application de la peine de mort, car aux États-Unis, par exemple, seuls 1% des assassins sont exécutés. Il est donc difficile d'évaluer les vrais effets de la dissuasion. 509 avant Jésus-Christ, commença une sorte d'abolition de la peine de mort chez les Romains. Or, en 27 avant Jésus-Christ, la peine de mort fait son fameux retour, mais avec des formes beaucoup plus horribles. Alors laissez-moi vous montrer l'évolution des méthodes d'exécution. Pour les anciennes, la condamnation à mort se faisait par écartèlement par chevaux, écrasement par éléphant et enfermement dans un four. Chère audience, lors de mes recherches, j'ai trouvé qu'en cas de parricide, les criminels étaient enfermés dans un sac avec des animaux pour ensuite être noyés.
Mes chers opposants, rassurez-vous, je ne suis pas en train de rejoindre votre camp, car tout cela a disparu. De nos jours, la peine de mort se fait avec des méthodes beaucoup plus humaines, comme la pendaison, la chambre à gaz qui est en voie de disparition et l'injection létale. Chère audience, chers opposants, il ne faut pas avoir une vision naïve et se dire que l'abolition de la peine de mort est bien si facile, car elle est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Dans une construction de peine, il faut qu'il y ait une base et un sommet. Et je pense que du jour où on a supprimé la peine de mort, on a aussi de fait supprimé l'enfermement à vie, qui n'existe pas en France. Ce qui veut dire que certains parents dont les enfants ont été massacrés peuvent un jour rencontrer l'assassin de leurs enfants dans la rue. Je trouve ça complètement inadmissible. Alors soit la perpétuité réelle, on ne sort plus jamais, soit la peine de mort. Le peuple y répondra. Chers opposants, c'est ça la démocratie. Merci. Chers opposants, vous dites que les condamnés à mort aux États-Unis constituent seulement 1%. Donc vous êtes clairement en train de dire que ces 1% ne comptent pas. Et aussi pour vous dire, comme vient de dire ma camarade, il y a de nouvelles techniques pour condamner les gens, que ce soit avec des injections létales, que ce soit la pendaison, que ce soit, ça reste toujours la même mort, le résultat est toujours le même. Mais bon. Georges Stinney, opposant, je parie que ce nom ne vous dit rien. Pourtant, il réfère à une humanité perdue, une innocence violée. Cher auditoire, cette histoire bouleversante et horrifiante n'est d'autre que la preuve tangible d'une justice faillible. D'une justice qui tue au nom de la justice. Georges Stinney, ce jeune garçon de couleur, a été condamné à l'âge de 14 ans. Oui, je dis bien à l'âge de 14 ans, pour avoir soi-disant assassiné 2 filles blanches. Betty, 11 ans, et Marie, 8 ans. Le plus choquant, c'est que la délibération de son procès n'a duré que 10 minutes. 10 minutes, vous vous en rendez compte? C'est à peine le temps qu'il me faut pour rédiger un exercice de comptabilité. Et pourtant, c'est le laps de temps qu'il aura fallu pour décider s'il allait jouir de son droit le plus primordial qui soit, le droit à la vie. Cerise sur le gâteau, il a été innocenté 70 ans après sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, il reste le condamné à mort le plus jeune de l'histoire des États-Unis. Quelle inhumanité! Il faut rajouter qu'en plus d'ôter la vie de manière barbare à des personnes, nous nous rangeons ainsi nous-mêmes au rang des assassins. Nous courons le risque d'appliquer une peine irrémédiable à des cas qui ne sont finalement étudiés qu'à notre niveau. Les enquêtes à charge et à décharge sont susceptibles d'erreurs. Comment revenir sur ces erreurs si la peine est définitive? Car oui, la peine de mort est un chemin sans retour, un acte irréversible. On se targue de réparer les erreurs, on se targue de réparer la peine capitale. On se targue de réparer le crime en appliquant la peine capitale, en prenant le risque de ne pas réparer les erreurs de la justice elle-même. Quelle contradiction! Mais bon, je pense que vous n'assimilez pas tout ce que je suis en train de dire parce que vous êtes borné par votre position. Cher auditoire, nous vivons dans un monde où l'inégalité sociale a toujours existé. Un riche se défend plus facilement qu'un pauvre. Vu de cet angle-là, ça fait simpliste. Et pourtant, il est vrai que les moyens de la justice sont limités et ne garantissent pas l'égalité d'une procédure. Que penser d'un pays, que penser d'un système où l'argent garantit le meilleur avocat, les meilleurs experts, des enquêteurs privés et motivés? Paradoxalement, le pauvre qui n'a à sa disposition que le minimum, je dis bien le strict minimum, dans un pays prônant la valeur des droits de l'homme. Non seulement la peine de mort est inhumaine, mais injuste. Dans un pays prônant la valeur des droits de l'homme, prendre à Pierre pour donner à Paul, sans considération sur le fait que Paul n'a jamais violé les droits naturels de Pierre, n'a jamais rompu un contrat avec Paul sans même que Pierre ne connaisse Paul. Et pourtant, ça reflète d'une normalité. Cher auditoire, je vous demande de vous battre pour vos droits, de vous battre pour éradiquer cette barbarie. La peine de mort n'a pas sa place au XXIe siècle. Battons-nous tous ensemble pour un monde meilleur. C'est d'ailleurs la devise de notre école. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Chers opposants, vos propos me rassurent, car ça nous montre à quel point non seulement vous avez mal interprété le sujet, mais mal compris nos arguments.
Si vous avez suivi la définition, les pays qui prennent les droits de l'homme ne l'appliquent pas, mais vantent ses mérites, comme tout autre pays dans le monde. Et puis dans ces pays, la peine de mort est plus légitime, car ils ont offert un minimum de conditions pour l'épanouissement des citoyens. Et puis bravo, chers camarades, on s'attendait à plus. Au lieu d'aspirer à ce qu'on ait les meilleurs systèmes judiciaires et à éradiquer au maximum ces fautes, malgré le fait que cette probabilité est trop minime, alors que là vous êtes en train de trouver des excuses idiotes pour que ce système continue à commettre des fautes, puisqu'il ne s'agit pas de la vie. Donc on peut conclure de vos propos que vous ne vous n'intéressez pas aux droits de l'homme, mais vous intéressez aux droits de l'homme. Chers détracteurs, arrêtez de vendre votre âme au diable et soyez raisonnables. Si on décide d'abolir la peine de mort, peu importe nos façons de penser, la vie devient une calamité, une éducation ratée, un manque de fraternité, ce qui est un cauchemar pour la société. Par contre, tout cela n'aura pas lieu si on fait confiance à cette justice posée et décidée par la loi qui est dissuasive et juste, parce qu'il permet de faire expier un crime atroce. Le pouvoir judiciaire est avec le pouvoir législatif et législatif et exécutif, l'un des trois pouvoirs constituant l'État dans un régime démocratique. Il a pour rôle de contrôler l'application de la loi et sanctionne son non-respect, comme dans le cas d'un assassinat ou d'un viol. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats qui se fondent sur les textes de loi qui sont dirigés par le pouvoir législatif pour prendre des décisions. Donc le fait que la loi, l'État et le système judiciaire recourent à des punitions telles que la peine de mort ne veut pas dire qu'ils la rendent légitime entre les individus ou qu'ils sont rancuniers envers les criminels. Au contraire, c'est le rôle des posés de lois parfois difficiles à accepter mais qui sont sûrement équitables et correctes pour le bien des citoyens. Car à mon avis, on doit punir quelqu'un qui dépasse les limites. Comme ça, on peut vivre dans une société juste et sans crainte. En plus, pourquoi toute cette fantasmagorie contre la peine de mort? Pourquoi vous ne taxez la loi d'injuste que quand il s'agit de cette pratique? Alors que la prison consiste elle aussi, tout comme la peine de mort, d'une privation d'un droit qui est celui de la liberté. Ou alors, chers opposants, que vous ne piquerez que ce qui vous est favorable. Et puisque vous prétendez prôner les droits de l'homme qui confirment l'égalité entre les individus, je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous acharnez contre la peine de mort. Car si vous tuez une personne, vous serez aussi appelé par Dieu. C'est cela l'égalité, non? Merci. S'il vous plaît, cher opposant, est-ce qu'on peut avoir la ressource de vos recherches? Parce que, dit comme ça, vos arguments manquent de crédibilité. Et s'il vous plaît, nous sommes dans le cadre d'un débat éducatif. Donc, s'il vous plaît, évitez le sarcasme déplacé. Par ailleurs, cher auditoire, on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas punir. Mais bien au contraire. On est là aussi pour défendre les agressés. On est là aussi pour rendre justice aux victimes. On est là aussi pour protéger la société. Mais tout en respectant la valeur des droits de l'homme. Contrairement à nos très chers opposants ici, qui pour eux, tuer est la solution. Mais comment est-ce que combattre la violence par la violence pourrait rendre justice ou éliminer le crime? C'est illogique, c'est paradoxal. Et comme l'a noté Beccaria, l'un des philosophes du courant des Lumières, il est absurde que les lois, qui soient l'expression de la volonté publique, qui haïssent et punissent le meurtre, devraient elles-mêmes en commettre un, et qu'afin de détourner les citoyens du meurtre, elles décrètent un meurtre public. Critiquer sans donner d'alternative serait injuste de notre part, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, il est temps de vous présenter les alternatives. Je vous donne un indice. La majorité des pays du monde l'utilisent. C'est la prison à perpétuité. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, ça évite à l'État et aux familles de condamnés de se vider les poches, parce que c'est un secret pour personne. La prison à perpétuité est beaucoup moins chère que la condamnation à mort. Et d'une autre part, est-ce que vous avez pensé à la famille du condamné? Est-ce que vous avez pensé à ce père, à ce fils, à cette mère? Et le bourreau, vous avez pensé à lui? Est-ce que vous avez pensé à sa santé mentale? Mais non, il faut bien que quelqu'un se charge du sale boulot. Il ne fait qu'exécuter les condamnés. Coupable ou innocent, qui sait?
Alors, n'est-il pas un assassin lui aussi? Allez, tant que vous y êtes, tranchez-lui la gorge aussi. Mesdames et messieurs, personne ne peut être traumatisé en étant emprisonné. Mais tout le monde peut être anéanti en sachant que bientôt, on va lui trancher la gorge. Ça ne vous suffit pas? Parlons psychologie. Est-ce que vous croyez vraiment que tous ces condamnés-là, ces violeurs, ces tueurs en série, sont des gens normaux? Non, je suis désolé de vous le dire, mais c'est des gens malades. C'est des malades mentaux. Ils sont traumatisés parce qu'ils étaient eux-mêmes violés, agressés, tabassés, marginalisés par la société. Mais elle était où votre justice lorsqu'ils étaient maltraités? Motus, bouche cousue, que des spectateurs. Chère audience, c'est la société qui les a rendus des monstres. Et maintenant qu'ils se révoltent en tuant et en violant les citoyens, vous faites quoi? Vous les éliminez comme s'ils étaient des ordures. Chers détracteurs, tous ces condamnés-là, il ne leur faut pas un bourreau. Parce que, à quoi sert de tuer une personne qui n'a rien à perdre? C'est comme danser devant un aveugle. Il leur faut un psychiatre pour les aider. Et je tiens à vous préciser, on récolte que ce qu'on sème. Et malheureusement, si on suit votre logique, on n'ira nulle part. Comme le dit si bien Gandhi, œil pour œil, et le monde sera aveugle. Merci. Chers opposants, vous nous parlez d'alternatives et du fait qu'elles sont beaucoup plus humaines que la condamnation. Comme cela est joli, mais malheureusement utopique. La prison n'est pas si efficace qu'on ne le pense. On sait que 6 condamnés sur 10 retournent dans les 5 ans derrière les barreaux. Et le taux de récidive global est de 59% en France. De plus, il y a 139 détenus pour 100 places. Vous allez nous dire qu'il en faut construire plus. On vous répondra que non, ça n'améliorera rien, car depuis 20 ans, on a construit énormément de places, mais la surpopulation est toujours aussi importante. Chers opposants, il ne faut pas avoir une vision naïve et se dire qu'une prison surpeuplée, qui a plus de 100 ans, est dans un état déplorable. Et qu'une prison toute neuve, avec des peintures, est meilleure, car laissez-moi vous dire que dans ces nouvelles prisons, le taux de suicide est beaucoup plus important. Et vous qui parlez de source, voilà la source. Selon Virginie Gaudran, pénaliste et maîtresse de recherche à l'université de Nantes, elles sont aussi très éloignées des centres-villes, ce qui complique les relations familiales. Les prisons 4 étoiles dont on nous parle à la télé n'existent pas, par exemple, en France. Aujourd'hui, ce sont des puces de lit, des rats, des conditions d'incarcération déplorables. Et tout ça pour que le criminel sorte et repasse potentiellement à l'acte. Vous allez nous avancer que la prison aide à se réinsérer dans la société, mais pas du tout. On consacre la très grosse majorité des budgets à construire des prisons, des murs. En revanche, tous les financements dédiés à la réinsertion sont non seulement minimes, mais diminuent chaque année. Pour construire une seule place en prison, il faut au moins 160 000 €. Or, la somme consacrée aux activités, travaux, etc. est d'environ 50 000 €. Chère audience, chers opposants, il n'est pas laxiste de penser que pour lutter contre la récidive et la délinquance en général, il faut une action sociale et une action sanitaire. Mais ce qui est laxiste aujourd'hui, c'est de croire que la prison à elle toute seule pourra résoudre tous les problèmes de la délinquance. Merci. C'est triste, chers opposants, car vous prenez que les exemples qui vous arrangent. Donc, vous n'êtes clairement pas objectifs. Et prière, s'il vous plaît, arrêtez d'anticiper à notre place et écoutez nos arguments. Merci. Comme Bob Marley le dit si bien, lève-toi, debout, défends tes droits. Lève-toi, debout, n'abandonne pas le combat. Quel échec que celui d'une société qui glorifie la valeur des droits de l'homme et qui ne voit de solution dans le crime que de supprimer le criminel. Que devient le corps social? Que devient son rôle éducatif? Que deviennent nos principes humains qui nous font dire que l'homme est un être qui change, qui évolue et qui est accessible à la compréhension? La peine de mort crache sur la rédemption et la réhabilitation. Elle ne conçoit que des êtres parfaits dans un monde parfait. Or qui de nous, chers opposants, peut s'avancer devant les autres et se qualifier de parfait? Qui de nous, chers opposants, peut se qualifier de parfait et se permettre de juger les autres? Chers opposants, il ne s'agit guère
de tendre la joue, mais d'avoir foi en l'être humain, de considérer que la faute la plus monstrueuse, la faute la plus atroce n'autorise pas à condamner une vie. Oui, c'est une évidence, mais je me dois de l'évoquer à nouveau. Le droit à la vie est un principe fondamental garanti par l'article 3 et 5 de la Convention internationale des droits de l'homme de 1948. Je cite, article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est clair que je ne suis qu'une simple élève de la terminale. Mais j'ai la conviction qu'ici-bas, il n'y a pas d'humain assez parfait pour juger du comportement des autres, et encore moins pour décider de sa mort. Et on entend encore des pays condamner des gens. Réveillez-vous, cher auditoire, la loi du talion est d'un autre temps. Tant que nous ne vivons pas dans un monde parfait, la société n'a pas à donner le mauvais exemple. Et comme le dit si bien Victor Hugo, que dit la loi? Tu ne tueras point. Comment le dit-elle? En tuant. Paradoxe meurtrier, cher auditoire. Triste monde où l'homme, l'être le plus cher chez Dieu, se fait massacrer. Et oui, vous l'aurez compris, on vit dans un monde où la justice viole la justice. Merci. Il me paraît, chers opposants, que j'ai plein de constats à vous faire. Premièrement, les problèmes liés à la peine de mort ne sont pas liés à son principe, mais à sa mal mise en œuvre dans certains pays. Nous ne choisissons pas les pays qui nous sont favorables, mais qui forment de bons exemples. Si vous nous citez les États-Unis ou peu importe, nous vous citons le Singapour et le Japon, qui sont des pays modèles, n'est-ce pas, qui appliquent la peine de mort. Deuxièmement, nous défendons la peine de mort, donc je ne sais pas qui doit critiquer et qui doit donner des alternatives. Et troisièmement, pour une famille de criminels, pour une famille de bourreaux, combien existe-t-il de familles de victimes qui ont subissent et subiront encore le martyre si la peine de mort n'était pas appliquée? Vous êtes plus forts que nous en calcul, donc allez-y, faites le calcul. Quatrièmement, il ne s'agit pas d'anticiper les arguments, mais il s'agit de bien les défendre. Septièmement, vous dites que Dieu nous donne la vie, mais sachez bien que Dieu n'a pas aboli la peine de mort. Et dernièrement, vous parlez intérêt général, donc laissez-nous voir qu'est-ce qu'on vous a préparé à propos de ça. Un bien présent peut être la source d'un grand mal, un mal la source d'un grand bien. Fin de citation. Vivre en société, c'est s'engager dans un contrat social où les droits et la liberté de chacun s'accordent aux droits et à la liberté de tous pour assurer l'ordre et la vie paisible. En rompant ce contrat, le criminel menace la société. Cette dernière est donc en droit de se protéger, de conserver ses acquis et ses valeurs des menaces perturbatrices en condamnant cette personne à mort. Mesdames et messieurs, aussi mesquine que l'idée de la peine de mort puisse paraître pour certains, ça reste un mal nécessaire qui sert à rendre hommage à toute une société. Exactement comme il est primordial d'enlever une tumeur ou de carrément faire l'ablation d'un organe infecté pour garder notre corps sain, peu importe la douleur que l'on peut subir à cause de ça. Ce que Diderot voulait nous montrer par sa citation. Donc, la peine de mort s'avère nécessaire pour une garantie de vie de la communauté, contrairement à ce que vous dites, et pour établir le bien général. Imaginez, chers opposants, si la Chine n'appliquait pas la peine de mort. Avec plus qu'1 milliard d'habitants, ce pays aurait été un total chaos. Le concurrent de la Colombie en trafic de drogue, ou peut-être du Maroc en chiffre de viol. Or, grâce à cette pratique, la Chine arrive quand même à gérer la situation au sein de son territoire et à être un leader mondial. Voilà l'exemple qu'on doit citer. Dernièrement, écoutez un ancien combattant dans la résistance algérienne qui nous montre à quel point il est important de mettre sur un piédestal l'intérêt de la nation hormis tout autre intérêt. Et que quand on ne respecte pas nos devoirs dans une communauté, il ne faut pas et on ne mérite pas de défendre nos droits. Je cite. Nous vivons une période où les valeurs
de la morale tend à être remise en cause dans tous les domaines, ne serait-ce que dans celui de la vie. Nous vivons une période difficile où il est toujours question de droit, rarement de devoir, et où la responsabilité qui est au centre de tout destin humain tend à être occultée. Rien n'est facile, rien n'est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. Et surtout que si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Fin de citation. Chère audience, honorable jury, rappelez-vous d'une seule et unique chose. Mes camarades et moi, nous défendons les victimes, la société, alors qu'ils défendent les criminels. Merci. Chers opposants, vous êtes complètement contradictoires, permettez-moi de vous le dire, parce que vous parlez de pendaison et autres façons d'assassiner les criminels. Et après, juste après, vous venez nous parler de la situation carcérale. Laissez-moi rire, votre cheminement est une impasse. Et le Japon, vous prenez réellement le Japon comme exemple, un pays qui certes a un taux de criminalité très bas, mais qui manipule pour mieux régner. Et chers opposants, visiblement vous avez oublié que la justice qui tue au nom de la justice, ce n'est pas de la justice. Prenez le temps de méditer sur cette phrase. Mesdames et messieurs, nous avons été envoyés sur Terre afin d'exécuter une mission bien précise. Nous sommes là, maîtres de notre esprit, afin d'éradiquer les pensées ancestrales, d'éradiquer, de nous débarrasser des principes millénaires. Nous sommes là afin d'abolir la peine de mort. Nous sommes là afin de désobéir aux mains invisibles qui nous considèrent comme des vulgaires marionnettes de simples pions dans leur jeu d'échecs. Nous sommes là pour abolir une fois pour toutes la peine de mort. Parce que la peine de mort n'a jamais eu sa place dans des nations démocratiques. Tout au long de ce débat, mes coéquipiers et moi avons exploré multiples domaines, du social au psychologique, en passant par la justice et même l'économie. Nous en déduisons donc que la peine de mort est non seulement un châtiment inhumain et cruel, mais les religions monothéistes s'y opposent. Parce que oui, ne prenez pas que ce qui vous arrange dans les textes sacrés. Elle coûte cher et elle nuit à la santé mentale du condamné et son entourage. Y a-t-il un autre argument qui défend notre thèse? Non, excusez-moi, je change de question. Y a-t-il un argument qui tient la route, qui s'oppose à notre position? Bien sûr que non. Ah si, peut-être l'adoration de mes chers opposants pour la vengeance. Triste réalité. Mesdames et messieurs, en tant que futurs leaders, nous nous devons de suivre les pas de nos pères fondateurs. Nous nous devons d'être en perpétuelle évolution, en progrès continu. Parce que si vous vous opposez à ça, ayez un minimum de respect pour tous ces gens, ces hommes politiques, ces écrivains, ces poètes, et j'en passe, qui en ont fait le combat de toute une vie. Je cite Victor Hugo, Albert Camus, Frédéric Nietzsche et Nelson Mandela. Ayez un minimum d'affection pour vos co-citoyens et soyez un petit peu plus humains. Victor Hugo a dit on tue les tigres pour la peau, les meurtriers pour l'exemple. Mesdames et messieurs, notre monde va mal. Personne ne peut nier ça. Et au lieu de nous focaliser sur le pourquoi, du comment il y a des problèmes, nous sommes là à banaliser la peine de mort. La question n'est pas de savoir si la peine de mort a lieu d'être ou non, mais de l'abolir, mesdames et messieurs. Merci. Chers opposants, il ne faut jamais revenir sur les arguments auxquels on a déjà répondu. Ça ne montre qu'une seule chose, c'est que vous manquez d'arguments. Vous parlez aussi d'écoute. Doit-on bien écouter une chose absurde, qu'il s'agit d'une défense d'un criminel qui a privé un citoyen de son droit de vie et qui a affecté toute une nation? Jusqu'à quand on blâmera l'autre, la société, l'État, de toutes choses ignobles? Jusqu'à quand on continuera dans ce cercle vicieux de victimisation du criminel et de culpabilisation de la société? L'homme est libre dans ses choix et dans la construction de sa propre personne. S'il recourt au crime prémédité et qu'il sait pertinemment qu'il sera condamné, cela montre clairement qu'il est incorrigible et que la seule solution est de l'éliminer. Pour une famille d'un criminel jeté à l'abri, combien de familles de victimes ont subi, subissent et subiront encore le martyre?
Savez-vous quel est votre problème, chers opposants? C'est que vous ne vous mettez jamais à la place de ces victimes. Vous n'imaginez même pas la rancune et la haine que ces familles portent à tout jamais dans leur cœur. Alors laissez-moi vous aider. Imaginez-vous à la maison, avec votre mari ou femme, tranquillement attendant votre enfant, que vous avez vous-même envoyé à l'école. Plusieurs minutes s'écoulent, plusieurs heures aussi, et votre enfant n'est pas encore à la maison. Il commence à se faire tard et pas une seule trace de votre progéniture. Plusieurs jours passent et vous commencez à devenir fou, jusqu'au jour où la police réussit enfin à retrouver votre enfant. Et devinez quoi? Il a été violé, frappé et démembré. Ressentez-vous le frisson que je ressens en ce moment même? Le spectacle que je viens de vous décrire est certes horrible, mais sachez que je parle de faits. Je parle du bourreau de Théodent que vous connaissez tous et qui en ce moment même vit une vie paisible dans sa cellule. Merci.